Bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux comme ça. Donc, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sébastien Lousteau, qui est chercheur en théorie des jeux et c'était quoi déjà ? Statistique. Statistique. Et qui a maintenant fondé l'entreprise Lumen.ai basée à Heliopark, qui fait du machine learning en temps réel essentiellement. Et donc il va nous parler de tout ça. Voilà, vas-y Sébastien. Merci, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci, vous êtes nombreux, ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, moi je vais vous parler essentiellement de l'application des maths. À quoi ça peut servir aujourd'hui, notamment sur un sujet de plus en plus en vogue, on va dire, c'est l'analyse de tout un tas de données, une masse de données. Donc je vais vous présenter le plan de l'exposé. Il y a 3 parties dans l'exposé, on va essayer de tenir ça en 45 minutes à peu près. Il y a une première partie où je vais essayer avec des exemples, vous montrer à quoi ça sert le machine learning, en vous expliquant ce que c'est juste avant. Donc ça va être des exemples que vous allez choisir vous-même, ça va être interactif, c'est-à-dire que vous allez choisir de quoi on parle, vous allez voir comment. Ensuite, je vais vous parler un peu plus de maths, mais assez simple au niveau lycée, c'est-à-dire en gros, comment avec la définition d'une fonction, on peut essayer de trouver dans un jeu très simple, que je vais vous expliquer, la stratégie optimale. Voilà. Et dans une dernière partie, je parlerai vraiment du titre, c'est-à-dire comment on peut utiliser le machine learning et l'analyse de données pour analyser des réseaux sociaux. Et je vous parlerai d'un petit exemple qu'on a étudié sur le mouvement des Gilets jaunes. Voilà. Qu'on a regardé pour s'amuser. Et vous pouvez m'interrompre si vous avez des questions, quand vous voulez. Juste rapide, on m'a demandé de faire un peu mon parcours pour que vous voyez qu'est-ce que j'ai fait avant d'arriver jusqu'ici. Donc j'ai fait un bac scientifique, juste en face. Je suis resté à Pau pour faire une licence de maths. Et c'est là que j'ai commencé à aimer vraiment les maths en fait, en licence. Je trouvais ça plutôt intéressant. Du coup, j'ai continué après à Bordeaux, une 4e année de maths fondamentales. Et puis ensuite, je suis parti à Marseille pour faire un DEA, ça s'appelait à l'époque, donc un bac plus 5, du côté des probabilités et des statistiques. Là, je me suis orienté un peu plus vers les applications pour essayer de voir à quoi ça pouvait servir justement, les maths. Et donc suite à ça, j'ai fait un doctorat. Donc ça, c'est le cursus vraiment purement universitaire un peu classique. C'est qu'on fait un bac plus 3, puis un bac plus 5. Ensuite, on continue en thèse, ça s'appelle. Donc ça dure 3 ans, c'est payé. Donc c'est pas vraiment, c'est encore un diplôme, mais on est payé quand même, il faut le savoir. 1003 à peu près. Bon, c'est déjà pas mal, c'est un peu plus que le SMIC. Et voilà, et donc là, on fait des choses un peu bizarres. C'était les performances statistiques des méthodes à noyau. Bon. Je ne vais pas détailler ça. Et après, du coup, je suis resté dans l'université. J'étais pendant 10 ans enseignant et chercheur à l'université, où là, j'ai étudié donc, le machine learning et la théorie des jeux, le mélange des deux, ce que disait Cyril tout à l'heure. Et c'est ça que je vais vous raconter aujourd'hui, en fait, le tout début de la théorie des jeux. Et donc, il y a 3 ans, j'ai décidé de revenir à Pau, parce que j'étais à Angers à l'université, revenir à Pau pour fonder une société. Voilà. Qui est vraiment issu de mes travaux de recherche et qui applique mes travaux de recherche à l'université pour analyser des données. Et donc, ça s'appelle Lumen.ai. On est 13 personnes aujourd'hui. Et on est présent à Pau, à Paris, à Rennes et à Nantes. On est un peu dans 4 villes comme ça. Voilà pour la bio rapide. Je vais d'abord, dans la première partie, vous parler globalement, de manière très vulgarisée, on va dire, de qu'est-ce qu'on peut faire avec l'analyse de données, à quoi ça sert. C'est un domaine qui intéresse tous les secteurs d'activité, donc c'est très très large, vous allez voir. Et je vais vous laisser un peu choisir de quoi on parle en fait. Mais avant ça, je vais juste vous présenter qu'est-ce que c'est le machine learning. Donc le machine learning, c'est les machines qui apprennent. Ça veut dire qu'on va programmer des algorithmes qui vont prendre plein de données en entrée pour comprendre quelque chose dans les données, pour à la fin aider à la décision, par exemple d'un pilote, de n'importe quoi, d'un médecin, etc. Et vous allez voir plein d'exemples après. Et donc le problème, il se modélise comme ça. Il y a des x et des y. Voilà, les maths commencent. En entrée, on a des x, ça peut être n'importe quoi qui décrit un phénomène. Par exemple, des capteurs sur une machine. Ça peut être des données médicales, par exemple le génome d'un patient.
Ça peut être ce que vous voulez qui décrit l'observation. Et en sortie, Y, vous avez ce que vous voulez prédire, ce que vous voulez savoir. Par exemple, le patient, vous voulez savoir s'il va récidiver ou pas. S'il est sain ou malade. Vous voulez savoir si la machine elle va tomber en panne. Vous voulez savoir si lui, il parle de gilet jaune. Et entre les deux, on a un truc compliqué qu'on ne peut pas vraiment comprendre. Donc en théorie des jeux, on appelle ça la nature. C'est un truc trop compliqué pour le comprendre. Et ce qu'on va vouloir faire, en fait, le machine learning, ça va faire quoi? Ça va essayer, en regardant plein de X et de Y, de remplacer la nature par un algorithme. Donc l'algorithme, il va faire exactement comme la nature. En entrée, il va prendre un descripteur. En sortie, il va dire si, par exemple, le patient est malade ou sain. Et on va espérer que ça suit la nature. Donc c'est le plus proche possible de la nature. Et donc ça sert essentiellement à 3 trucs. Ça peut servir à justement prédire la réponse. C'est-à-dire que si vous donnez un nouveau X, ça va vous sortir un Y. Donc ça peut permettre de faire de la prédiction. Un patient arrive, on a son génome, on peut lui dire est-ce qu'il va rechuter avant même qu'il ait pris le traitement, peut-être. Ça peut servir simplement à décrire le lien entre les deux, entre X et Y. Bon, ça c'est un peu vague, mais il y aura peut-être des exemples après. Et après, ça peut aussi servir à jouer vraiment avec la nature, dans le sens où si on arrive à remplacer la nature par l'algorithme, on va pouvoir essayer, puisqu'on a une boîte là, une boîte orange là, qui nous donne des retours, on va pouvoir essayer de modifier le X peut-être pour avoir une meilleure réponse en sortie. Par exemple, sur des patients, si on peut modifier le traitement en entrée, peut-être améliorer, minimiser les récidives en sortie. Voilà, donc juste en 1 minute, le machine learning. Et je ne vais pas en faire plus, en fait, parce qu'on pourrait faire plein de slides. Je vais plutôt, maintenant, vous laisser choisir. Donc, l'idée, c'est que tout ça, c'est des projets qu'on est en train de faire chez Lumenaï. Et donc, vous pouvez tous lire tout là. Donc, Doudou Connecté, Afrique, Camtel, Thales, Avionics, Prédiction de NEM, Hospisoft, Diagnostic Center, Total, Thales, Avionics. Ah, c'est 2 fois ça. Moteur, Safran, Pricing Dynamique, Accor Hôtel, Maladie de Charcot, EBPLO, c'est les Lambert-Arnais, ça, Rubik's Cube. Il y a tout un tas de trucs. Et donc, je vous laisse lever la main si vous voulez des détails sur quelque chose. Je vais juste mettre le chrono pour ne pas raconter plus de 3 minutes, chaque sujet et que ça dure 15 minutes max. Après, on passe à la suite. Et avant, du coup, vous me dites, comme ça je vous connais un peu plus, avant, vous me dites votre prénom et ce que vous voulez faire dans la vie. Je sais pas. Ah, il n'y a plus personne là. Qui veut des détails sur un truc? Donc, prénom et qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Eugénie, je veux être pédiatre et je voulais en savoir plus sur la maladie de Charcot. Ok, alors il faut que je me rappelle de tout à chaque fois, c'est difficile. Détection, alors oui, ça commence ici. Donc c'est détection d'émotions pour la maladie de Charcot. Donc ça, c'est un truc qu'on a démarré il y a 2 mois. C'est un partenariat avec un laboratoire à Gênes qui s'intéresse donc à la maladie de Charcot. La maladie de Charcot, c'est une maladie neurodégénérative qui attaque les neurones moteurs, c'est-à-dire les neurones qu'il y a dans la colonne vertébrale qui commandent nos mouvements, et donc notamment du visage. Et à des stades avancés, les patients, ils ne peuvent même plus émettre une émotion, enfin, ils ne peuvent même plus communiquer et donner leur émotion. Et du coup, le labo à Gênes, là, ils essayent de comment dire, à partir de capteurs qu'il y a sur le patient, essayer de détecter s'il a des émotions. Ça peut servir aux proches pour dire je fais quelque chose au patient, est-ce qu'il est content? D'accord? Donc ça fait 1 minute 30, je peux encore raconter par exemple les données en entrée. Tu as compris le principe? Donc du coup, le X en entrée, ici c'est 6 variables. C'est l'accéléromètre, c'est-à-dire le mouvement du patient sur les axes X, Y, Z. Il y a la température du corps, il y a la transpiration sur la peau, et il y en a un 6e que j'ai oublié. Et avec ça, on essaye de prédire la sortie, Y, qui est l'émotion. D'accord? On fait ça avec des réseaux de neurones. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est la boîte là, orange, ça va être des successions de fonctions. On les verra après, les fonctions, mais qui transforment le signal à l'entrée en sortie, qui va être une probabilité d'avoir une émotion ou pas. Et je peux vous montrer une sortie, justement, parce que j'avais prédit que vous alliez choisir ça. Donc, c'est ça. Et ce qui est bien, c'est que ça marche plutôt bien, ce truc-là. J'ai eu de la chance. Donc là, vous voyez,
un patient, on lui a demandé pendant une journée, est-ce qu'il avait des émotions? Mais c'était des patients qui étaient plutôt sains. Et donc à 2 moments de la journée, ou de la minute, ou du temps, il a des émotions. Donc ça, c'est la vérité en vert. Là, il n'a pas d'émotion, là, il a une émotion, là, il n'en a pas, là, il en a une. Et en rouge, c'est la sortie de l'algorithme. Et donc, vous voyez que ça marche, là, ça marche franchement plutôt bien. C'est-à-dire que là, l'algorithme, il prédit qu'avec juste 20%, il a une émotion, et là, ça monte au niveau de l'émotion. Donc, ça marche bien. Et je crois qu'en vrai, ça, c'est un passage où ça marche bien. Voilà. Sinon, sur toute l'histoire, ça donne ça. Donc, c'est pas mal. Mais il y a quand même des faux positifs. C'est-à-dire qu'à des moments, l'algorithme, il croit, peut-être qu'il en a une, il ne l'avait pas dit, mais il croit qu'il y a une émotion, là. Il n'y en a pas. Donc là, il a faux, l'algorithme, si vous voulez. Ce qui dit qu'avec 8 chances sur 10, il a une émotion, alors qu'il n'y en a pas. D'accord? Quand même, là, il détecte bien. Là, il détecte un peu tard. Voilà, un exemple. Qui veut autre chose? Je m'appelle Etienne Brézy, je voudrais faire ingénieur robotique et j'aimerais en savoir plus sur l'avionique, s'il vous plaît. Ok, donc c'est Thales du coup. Alors, Thales Avionics. Donc là, il s'agit de graphes, justement, on va en parler après. On est sur des composants qui s'échangent de l'information. Donc des composants, il y en a par exemple, tous les chiffres que je vais dire, ce n'est pas les vrais chiffres, parce que je ne peux pas trop dire les vrais chiffres. On va dire qu'il y en a 1000. Il y a 1000 composants qui échangent de l'information. Ils s'échangent des messages. D'accord? On va modéliser ça avec un graphe où chaque nœud, c'est un composant. Et puis s'il parle à un autre composant, on va faire une arête. OK? Et ça arrive à haute fréquence. C'est-à-dire que tous les millisecondes, il y a des messages qui sont échangés. Donc on va construire un graphe. Et on va essayer de résumer ce graphe pour comprendre le système quand tout va bien. C'est-à-dire quand il est dans un état normal. Je regarde le temps. Est-ce que je suis trop bavard? C'est bon. Donc quand il est dans un état normal, on va modéliser le graphe pour dire tout va bien. Et ensuite, parfois il y a des attaques, des cyberattaques. Donc il y a des gens qui arrivent et qui modifient la structure des échanges. Donc c'est pareil, on peut faire à chaque fois le petit aller-retour. Du coup, le X en entrée, ça va être le graphe qui évolue avec tous les messages. Et en Y, on veut savoir si tout va bien ou s'il y a une attaque cyber. D'accord? Et là, je n'ai pas de graphique sur les résultats, mais l'idée, c'est d'essayer, à partir de vraiment des discussions avec eux et de scénarios qu'ils nous ont fournis, de détecter des attaques de différents types. Quoi. Voilà. Qui veut choisir un sujet? Je m'appelle Barnabé, j'aimerais faire développeur en informatique dans un domaine pas encore déterminé et j'aimerais en apprendre plus sur les débats débiles. Ah merci, je le voulais, super. Alors ça c'est un clin d'œil à Lumenaï. C'est que quand on s'ennuie, on fait des débats débiles. Je vous explique le jeu, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un jeu, mais il y a quand même un peu de maths. C'est un jeu où on lance une affirmation. La mieux c'était, est-ce que pour être à l'heure, il faut partir à l'heure, par exemple. Et moi j'affirme, pour être à l'heure, il faut partir à l'heure. Et les gens qui jouent, ils sont d'accord ou pas d'accord. Et l'objectif, c'est de diviser le plus les gens. Voilà. C'était une anecdote. Et après, vous pouvez vous demander comment on mesure la performance du coup. Bon, je vous laisse réfléchir. Autre sujet? Moins débile. Ah, attends, on va essayer d'autres. T'as déjà demandé? Ah non, je croyais. Je m'appelle Alice Raphaël, je suis intéressé par l'aéronautique. Et ma question c'était sur la prédiction d'un sous-marin nucléaire. Ah oui. Alors là, c'est des signaux sous-marins. Ça s'appelle la guerre sonore. Là, on est dans la défense. Et les pays ont des sous-marins nucléaires et ils écoutent la mer. Et donc là, il y a un jeu en fait entre les sous-marins, c'est qu'il faut être capable d'écouter sans se faire entendre. Donc, par exemple, un des problèmes très classiques, c'est de reconnaître des bruits biologiques, différencier des bruits biologiques de bruits mécaniques.
C'est-à-dire les bruits biologiques, c'est par exemple des dauphins ou les baleines qui font... alors ils nous font les bruits et tout, ils font des trucs comme ça. Ils le font mieux que moi. Et les bruits mécaniques, c'est des bruits de sous-marins. Et ça fait un truc un peu pareil quand il y a quelque chose qui bouge sur un sous-marin. Ça fait... Voilà. Et donc, le problème, c'est qu'il faut être capable d'écouter ça de très loin. Donc les données en entrée, c'est des X qui sont des signaux sonores, mais qui sont très bruités. Parce qu'il y a, par exemple, j'en sais rien, plusieurs kilomètres ou je sais pas quoi de mer. Et en sortie, on veut savoir si c'est un dauphin ou si c'est un sous-marin. Voilà. Autre chose? On est à 8 minutes. On a encore le temps. On va aller au fond un peu. Du coup, je suis Abel, je voudrais être ingénieur, mais je ne sais pas trop quoi. Et je voulais en savoir plus sur le monitoring du ministère de l'Intérieur. Je ne sais plus quelle est la phrase. D'accord. C'était monitoring de SI. SI, c'est système d'information. Je vais remettre la slide avec les mots, comme ça vous pouvez choisir. Hop. Donc là, le sujet, c'est essayer de vérifier que tout va bien sur un système d'information, c'est-à-dire des serveurs, avec des ordinateurs, des calculs, du stockage. Et donc les signaux, ça va être par exemple des logs, ça veut dire sur les programmes informatiques, quand des choses tournent, il y a des choses qui sont écrites dans des fichiers de log. Donc on va récupérer tous ces fichiers de log. C'est toi qui m'as... Et ces fichiers de log, on va les analyser. Pareil, on va essayer de modéliser quand tout va bien. Le client, là, il nous a donné des moments où il y avait des problèmes. Par exemple, il y a eu un crash sur un serveur. Par exemple, il y a un disque dur qui est mort, etc. Et nous, on va collecter tous ces signaux pour essayer de dire si tout va bien ou s'il y a un truc soit nouveau, qu'ils n'ont jamais vu, ou soit un truc connu, mais un problème connu. Un disque dur qui crash, un site qui ne marche plus, un truc comme ça. Voilà. Qui veut quelque chose? Il en reste. Je m'appelle Julien, je voudrais faire de la recherche en mathématiques et je voudrais que vous m'en disiez plus sur ce que vous appelez l'optimisation. Ok. C'est pas là-dedans, mais je peux en parler. Ah oui, optimisation. Optimisation MCMC pour le deep learning. Oula, mais t'as choisi du lourd. Alors, MCMC, c'est Monte Carlo Markov Chain. Donc c'est des chaînes de Markov. C'est-à-dire, on est sur des... Donc de l'optimisation, déjà, on a un critère à maximiser, par exemple l'erreur de prédiction. Et pour la minimiser, l'erreur de prédiction, on a tout un tas de configurations possibles. Donc on est sur un espace avec plein de configurations possibles. Et une chaîne de Markov, c'est un truc qui va bouger d'état en état. Et à chaque fois, pour définir la position à l'état n plus 1, tu as juste besoin de la position à l'état n. D'accord? Ça, c'est une chaîne de Markov. Et donc ensuite, pour faire de l'optimisation, en deep learning, beaucoup de gens, presque tout le monde, Google et compagnie, ils font de la descente de gradient. Donc ils dérivent la fonction, ils regardent la pente et ils vont vers le bas. D'accord? Mais nous, on fait autre chose, on essaye de faire des chaînes de Markov plutôt, qui vont se balader dans l'espace pour essayer d'atteindre un optimum. Voilà. Et donc l'avantage, c'est, peut-être j'en parlerai un peu à la fin, c'est que si on a des nouvelles données qui arrivent, c'est plus facile de les prendre en compte dans l'algorithme qu'avec les descentes de gradient où il faut tout recalculer, toutes les dérivées, avant de pouvoir décider quel est le changement de direction avec les nouvelles données. Voilà, j'ai essayé de faire ça. Un autre truc. Je m'appelle Simon, je vais faire officier et je me demandais ce que vous vouliez dire par safran. Alors Safran, c'est Safran Helicopter Engines, c'est une entreprise de... Ouais, tu connais? D'accord, donc ils fabriquent des moteurs d'hélicoptères. Et donc c'était Anomalie Moteur Safran, le sujet. Donc là c'est quelque chose sur quoi on a travaillé, mais il n'y a pas que nous. C'est des données qui sont des capteurs sur un moteur. Et l'objectif de Safran, c'est essayer de faire de la maintenance prédictive. Ça veut dire, au lieu d'attendre que le moteur tombe en panne pour le réparer, ou au lieu de prévoir des révisions à des dates fixées,
peut-être qu'ils sont trop tôt en fait, il n'y a pas besoin de la révision. On va essayer en fonction des signaux du moteur, la pression à tel endroit, la température à tel endroit, la vitesse de rotation d'un truc à tel endroit. On va essayer d'anticiper les pannes. Pour dire là, on a une probabilité de panne de plus de 20%, donc il vaut mieux l'amener à la révision. Ça, c'est juste pour faire un peu de pub aussi. C'est un sujet qu'on a proposé sur la première édition de IAPO. C'est un événement qu'on organise tous les ans à Pau. Je vous invite à venir au mois d'octobre prochain. C'est des étudiants qui ont travaillé dessus. Donc c'est des données que Safran a laissées un peu ouvertes. Et voilà. Donc l'idée c'est de prédire en X, on va avoir des signaux moteurs. Ça commence à être toujours la même chose en fait, vous voyez. Et en sortie, on va voir est-ce qu'il y a une panne ou est-ce qu'il n'y a pas de panne. Ou quel est le type de la panne. Voilà. Je m'appelle Félix, je voudrais faire ingénieur dans les transports et je voulais savoir ce que vous entendiez par détection de fraude. Alors, détection de fraude, c'est où ça? Il y a un mot à côté, non? CAPG, ouais. Ah oui, détection de fraude pour CAPG. Ouais. Alors CAPG, c'est Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. Et là, le sujet, c'est la fraude bancaire. Donc, c'est par exemple la lutte anti-blanchiment. Le Crédit Agricole, par exemple, toutes les banques, ils sont contraints par l'État de surveiller les comptes pour prévenir l'État s'il y a des opérations qui paraissent frauduleuses. Par exemple, un énorme versement en Russie, des trucs un peu bizarres. Donc là, les données, c'est des opérations bancaires. Il y en a des millions et des millions. Le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, c'est plus de 200 000 clients, juste dans la région. Donc 200 000 comptes, non même plus de comptes, mais 200 000 clients. Donc des opérations bancaires, c'est chaque fois que vous faites un retrait, que vous payez avec votre carte bleue, ça fait une ligne. Et puis l'idée, c'est de voir si la ligne, elle est frauduleuse ou pas. D'accord? Donc là, il y a des méthodes un peu différentes de, par exemple, des signaux des moteurs, parce que ce n'est pas forcément des données numériques. Ça peut être du texte, par exemple. Le libellé de l'opération. Est-ce que c'est Ikea ou est-ce que c'est Carrefour? Voilà, donc le but, c'est, avec tous ces signaux de toutes ces opérations bancaires, essayer de détecter des comportements frauduleux. Voilà. Un petit dernier, peut-être. Je m'appelle Hugo, j'aimerais faire ingénieur dans la finance ou l'informatique et je voulais savoir ce que c'était les dynamiques pour Accor-Hôtel. Donc c'est pricing dynamique pour Accor-Hôtel. Pricing, c'est déterminer le prix. Donc ça, c'est un peu ancien, on a fait ça il y a 2 ou 3 ans. C'est malheureusement, hein, c'est calculer le prix d'un hôtel, d'une chambre, d'une offre, ça peut être voilà, le prix d'un hôtel, on va dire, d'une chambre, en fonction de tout ce qui se passe autour. Donc ça, c'est des choses que font ça s'appelle les revenus managers dans les hôtels. Et typiquement, c'est juste le responsable de l'hôtel, il va dire, tiens, demain, je vais mettre la chambre à tel prix, parce que j'ai l'impression qu'il va faire beau et qu'il y a des gens qui vont venir. Et évidemment, aujourd'hui, on commence à mettre ça à des algorithmes. Et donc, les algorithmes, en entrée, ils vont prendre tout un tas de données sur le prix des concurrents, sur les événements autour de l'hôtel, sur la météo, pour essayer d'optimiser le prix et maximiser leurs gains, évidemment. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus là-dessus? C'est juste pour parler un peu d'algorithme quand même, c'est du deep learning aussi qui a été utilisé là-bas. Et donc, en entrée, il y avait vraiment des centaines de variables, hein. C'était un gros projet chez Accor-Hôtel. Nous, on a juste fait un petit morceau qui consistait à essayer de trouver des hôtels similaires pour faire des modèles spécifiques selon des ressemblances entre hôtels. Voilà. Je crois que ça fait un petit quart d'heure là. Est-ce qu'il y a un dernier qui vraiment veut savoir quelque chose ou pas? Allez. Je m'appelle Florian, je veux rester curieux à tout et je m'interrogeais sur l'automatisation des écritures comptables. Ça veut dire quoi? Ah ouais, ça c'est un projet palois, c'est une entreprise d'Hélioparc, BS Digital il s'appelle. Donc eux leur objectif c'est comme ça qu'ils disent, hein, créer des amis. Amis c'est assistant métier intelligent je crois. Et donc là ce qu'ils font en ce moment c'est ils essayent à partir de factures
qui sont prises en photo, donc des PDF. Ils essayent d'écrire automatiquement les écritures comptables. Donc ça veut dire, sur la facture, détecter le fournisseur, détecter qu'est-ce qu'on a acheté, détecter le montant TTC, la TVA, pour mettre ça dans un fichier Excel, automatiquement, juste à partir des images. Donc c'est des choses qui commencent à venir de plus en plus là, sur vos téléphones. Vous pouvez prendre en photo un document, il détecte tout de suite où est la feuille, et il commence à sortir, ça s'appelle des OCR, Optical Character Recognition. Il retrouve avec l'image ce qui est écrit sur la feuille. Donc chaque lettre est détectée. Et donc ça, c'est des palois. Et je crois que j'ai un petit exemple là. Juste pour, voilà, qu'est-ce que c'est les données en fait, les données brutes. Par exemple, c'est ça. Alors, vous pouvez croire que ça ressemble à rien, mais finalement, il y a des informations dedans. Ça pique les yeux. Donc là, c'est un résultat d'OCR, justement. Donc là, l'idée, c'est que vous avez des coordonnées XY, une largeur et une hauteur. Donc ça vous crée une boîte. Et dans la boîte, il y a du texte. Donc là, dans la boîte, il y a JS fixed. Là, dans la boîte, il y a SAS. Là, dans la boîte, il y a centre. Là, dans la boîte, il y a remise. Et donc, on sait la position de chaque lettre, de chaque mot. Et avec ça, on va essayer de... Par exemple, si on revient ici, donc les données en entrée, là, ça va être le résultat de ce qu'on a vu là. Donc, c'est pas très structuré, hein, c'est pas des jolies quantités comme une courbe de température. Et on va essayer de transformer pour donner un algorithme qui va, lui, par exemple, détecter la TVA. Le premier algorithme, il peut dire, tiens, vu le fichier d'avant, la TVA, c'est... voilà, le montant de la TVA, c'est 120 €. Voilà. Donc là, l'idée, c'est automatiser des tâches qui sont un peu pénibles. Et il y a de plus en plus d'exemples comme ça. Voilà. Je vais m'arrêter là sur les exemples. Il y en a plein d'autres. Et après, je vous avais mis, mais je vous laisserai des slides, des petites données brutes, comme ça, à quoi ça ressemble. Bon, ça, c'est les données numériques. Juste pour la parenthèse, ça, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus pour analyser du texte. Le problème du texte, c'est que les données ne sont pas numériques, justement. Donc, c'est très dur à analyser. Donc, il y a plein d'algorithmes qui, déjà, pour analyser du texte, vont faire la chose suivante. À partir d'un mot, Word, ça va donner un vecteur, justement, quelque chose de numérique qu'après, on va pouvoir donner à un algorithme. Et par exemple, il y a des algorithmes aujourd'hui qui s'appellent FastText, qui s'appellent Word2Vec, qui lisent tout un tas de documents, par exemple tout Wikipédia. Vous donnez tout Wikipédia à un algorithme, et l'algorithme va transformer chaque mot qu'il a vu dans Wikipédia en vecteur. Ça veut dire, par exemple, en valeur numérique 0, 1, 4, 12, 8. Puis des vecteurs de taille, ici c'est 300. Voilà, ici c'est la première ligne, c'est le nom des variables, ça va jusqu'à 299, ça commence à 0. Donc tout ça, là, ça représente un mot en fait, qui a 300 coordonnées. Et ces coordonnées, comme l'algorithme il n'est pas bête, il a lu tout Wikipédia, donc ces coordonnées, ça met le mot dans un espace avec un certain sens, c'est-à-dire que les mots proches, ils vont avoir le même sens, par exemple. On arrive à faire ce genre de choses. Ça sert du coup à plein de trucs, à traduire automatiquement, à classer des documents automatiquement, à faire tout un tas de choses automatiquement. Ça c'était autre chose, ça j'en ai parlé, ça c'était Safran, c'est des corrélations entre variables. C'est pour avoir une idée de qu'est-ce qu'on regardait chez Safran. Les températures moteurs, voilà, il n'y a que des températures moteurs. Bon. Je passe. Ça on a vu. Ça je passe, je n'ai pas vraiment le temps. Ok, donc là vous avez peut-être une petite idée quand même de ce qu'on peut faire. De toutes les applications, vous voyez ce qui est à noter, c'est que ça touche tous les secteurs, quoi. Et puis c'est bien, vous avez choisi des trucs très différents. Donc vous avez vu, ça peut servir à tout un tas de choses. Là on va vraiment basculer dans un autre type d'histoire. Je vais faire un peu plus de maths là, et je vais essayer de vous présenter une fonction qui s'appelle la fonction logarithme. Peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà vu, hein, mais d'autres non. Et vous montrer à quoi ça sert en théorie des jeux. Voilà. Et tout ça en 13h20. Ok, déjà 13h20. Wow. Alors le jeu, donc on va jouer à un jeu, et l'idée ça va être essayer de trouver la meilleure stratégie, la stratégie optimale. Et on va démontrer que la stratégie qu'on a choisie, elle a une erreur toute petite. Donc on va faire une preuve, vraiment une preuve mathématique. Donc l'idée c'est que c'est un jeu mais assez tourné sur la prédiction encore, c'est que
Par exemple, Météo France, là, il propose un service où toutes les heures, on peut demander s'il va pleuvoir l'heure d'après. C'est ça. Donc c'est ça le jeu. Le jeu, c'est que à chaque tour, on va essayer de prédire ce qui va se passer le tour d'après. Et on suppose qu'il n'y a que deux possibilités. Il pleut ou il ne pleut pas. Donc la prédiction, elle est binaire. Donc on observe une suite de 0 et de 1. 0, 0, 0, 1. Et puis on veut prédire la prochaine valeur. Hyper simple comme problème à expliquer, mais très très dur à résoudre en fait. Donc, comme c'est dur, on va supposer qu'on a des experts. On en a N, grand N là, important. Et donc à chaque instant, on va avoir observé une suite de 0 et de 1, et puis des avis d'experts. Et à l'instant T, les experts nous disent, pour T plus 1, je pense que la solution, enfin l'observation, ça sera 0, puis un autre il va dire 1, puis un autre 0, 0, 1. Voilà. Ils donnent tous leur avis, à chaque tour. Et avec ces avis-là, et tout le passé, il faut prédire la valeur suivante. Ok. Donc ça ressemble à ça le jeu. Donc là, vous avez les experts. Donc là, il y en a, je sais pas, il y en a une vingtaine là. Et puis ils donnent leur avis. Alors, ils ne sont pas d'accord, évidemment. Et puis la vérité, c'était 0. D'accord? Puis au deuxième tour, vous savez qu'eux, ils ont dit ça, la vérité c'était ça. Maintenant, les experts, ils sont en colonne. Hein. Donc l'expert 1, ici, il prédit 1. Avant, il prédisait 0. Maintenant, il prédit 1. Il avait juste d'ailleurs, il faut l'écouter à lui. Etc. Et il faut prédire la valeur là. Ok, vous avez compris? Voilà, on fait ça à chaque fois. Blablabla. Voilà, jusqu'ici. Donc au tour 6, là, on a observé tout ça et on veut prédire la valeur ici. Okay, c'est ça le jeu. Comment on va faire? Alors, pour expliquer comment on va faire, je vais faire un petit virage vers les maths. Je vais vous expliquer deux notions en maths. C'est la bijection et ensuite le logarithme, avec les fonctions réciproques. Juste avec les mains comme ça, si vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave, il faut juste comprendre l'idée. Donc, l'idée c'est que vous prenez une fonction. Donc vous prenez une application qui transforme des éléments dans un espace A en éléments dans un espace B. Ça s'appelle une fonction. Par exemple, f de x égale x plus 2. Vous avez x, puis vous ajoutez 2. Voilà, donc vous êtes x ici, et puis x plus 2, vous êtes là. D'accord? Ça, c'est une fonction. Et alors, une bijection, qu'est-ce que ça va être? Je n'ai pas de tableau, mais c'est ça. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les quantificateurs, mais je vais vous expliquer. Une bijection, ça veut dire que vous prenez n'importe quel élément de l'espace d'arrivée. Vous avez un et un seul élément dans l'espace de départ qui vérifie, si vous prenez l'élément ici, vous retombez ici. D'accord? Ça s'appelle une bijection. Donc, il y a des exemples. Voilà, par exemple, si vous prenez f de x égale x plus 3, puis il y a un piège, il y a un truc qui n'est pas une bijection. Si vous prenez x égale f de x égale x plus 3, je suis un x, je veux un x plus 3. Ben, en fait, si vous prenez n'importe quel élément ici, là, à droite, ben, il n'y en a qu'un à gauche qui vérifie l'application, c'est on enlève 3 en fait. Hein, donc ça marche. On va faire il y a un petit graphique à la fin, mais ça marche aussi avec ça. Parce que ça, c'est une droite. C'est y égale 2x plus 1, donc c'est une droite. Et donc une droite, c'est une bijection. Ça ne marche pas avec les polynômes comme ça. Parce que des polynômes, là, il y a un carré ici. Il y a un x carré. Donc vous avez une courbe de la fonction qui fait comme ça. Et donc vous voyez que si, par exemple, on va prendre un truc plus simple, juste x au carré, ben, si x au carré égale 4, donc si je suis ici avec 4, ben ici, je peux être à 2, 2 au carré, ça fait 4, mais je peux être à moins 2. Moins 2 au carré, ça fait 4. Donc, ce n'est pas une bijection. D'accord? Donc ça, c'est important parce qu'après, on va définir justement le passage de droite à gauche. Et là, on ne peut pas définir le passage de droite à gauche parce que si on est en 4, ben on ne sait pas s'il faut aller en 2 ou en moins 2. Ok? C'est ça qu'on va faire. Et ensuite, celle-là qui est importante pour nous, c'est la fonction 2 puissance x. Donc là, vous avez un x ici que vous choisissez comme vous voulez et vous faites 2 puissance ce nombre. Donc là, si vous prenez 2, par exemple, en x, vous avez 2 au carré. Si vous prenez 3, vous avez 2 au cube, etc. Donc ça, c'est une fonction qui augmente très très vite. Vous multipliez par 2 à chaque fois le résultat d'avant. Donc c'est une croissance exponentielle, on appelle ça. Donc les valeurs, c'est pour x égale 0, c'est 2 puissance 0. Ça fait combien ça? Ça fait 1. Voilà. Ensuite, c'est 2. Ensuite, c'est 4. Ensuite, c'est 8. Ensuite, c'est 16, 32, 64. Ça augmente très vite.
D'accord? Et comme la fonction elle est croissante, je peux vous le dire, bah, du coup on va pouvoir aller dans l'autre sens. Et c'est la fonction logarithme. Voilà. Donc ça c'était pour les exemples. Donc du coup quand on a une bijection, on peut définir la fonction réciproque. Et vraiment là ce que je faisais c'est la fonction réciproque. J'ai regardé un peu les sites internet là, pour les gens qui, pour vulgariser, ils disent bah, la fonction réciproque, si la fonction c'est j'avance de 3 pas, la fonction réciproque c'est je recule de 3 pas. D'accord? Et donc pour qu'elle soit bien définie, cette fonction réciproque, il faut justement qu'on puisse revenir avec un seul choix possible pour que ce soit bien une fonction. Donc il faut que la fonction elle soit bijective, que ce soit une bijection. Et du coup la fonction réciproque, c'est la fonction qui fait ce que je viens de dire. Si, on va se mettre plutôt là, si f de x c'est j'avance de 3 pas, bah f-1, ça va vérifier qu'il faut que je recule de 3 pas pour revenir à x. Donc c'est la fonction qui, quand on applique f et f-1, on retombe sur ce qu'on avait au début. D'accord? C'est ça la fonction réciproque. Et ça va être vraiment dans le cœur de ce que je vais raconter sur le jeu. Vous allez voir. Exemple, alors est-ce que vous pouvez me calculer la fonction réciproque de f et de g là? Allez, comme ça, vite fait. Allez, la première, c'est pas trop difficile quand même. Ouais, x.3. Et la deuxième? Ouais, t'as déjà fait des fonctions réciproques, toi. Quelqu'un qui n'a jamais fait, vous sentez le truc? Ouais, je rêve un peu là. Là, on multiplie x par 2 et après on ajoute 1. Donc il faut faire gaffe, il faut d'abord enlever 1 pour revenir à 2x, et ensuite il faut diviser par 2. Il ne faut pas faire l'inverse. Donc du coup, la fonction réciproque, ça va être x-1 sur 2. Si vous faites x-1 sur 2 à cette fonction-là, vous multipliez par 2, ça fait x-1, puis vous ajoutez 1, vous retombez sur x. Voilà, ça c'est la base. Voilà, donc je crois que je l'ai écrit là, je crois que je ne me suis pas planté, c'est ça. Voilà, et alors après il y a l'autre, celle-là elle est dure quand même, 2 puissance x. Là c'est plus une histoire de, je sais pas, de marché, de... Et justement, c'est la fonction logarithme, elle est là. Et donc c'était la fin de l'histoire des fonctions réciproques, parce que si ici vous avez une fonction f, ici c'est y égale 2 puissance x, donc f de x égale 2 puissance x, comme ça. Pour trouver la réciproque, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tracer la diagonale ici, et il faut faire la symétrie par rapport à cette droite. Et du coup, ça marche avec toutes les fonctions qui sont des bijections. Vous tracez ça, vous tracez la symétrie, et vous avez la fonction réciproque. Et donc c'est pour vous dire que cette courbe-là, c'est la fonction logarithme. C'est la réciproque de la fonction exponentielle. Donc vous voyez, celle-là, elle augmente très très vite. 2, 4, 8, 16, ça va très très vite. Et donc du coup, celle-là, elle va très très lentement. Forcément. Mais elle est quand même croissante. D'accord? Et on peut voir après avec un graphique l'histoire de je vais jusqu'à f puis je reviens. Bon, je peux le faire rapidement, mais si x égale 2, f de x, c'est là. Ensuite, pour appliquer f-1, je vais aller là, sur la diagonale, je reporte ici, je vais là, et je retombe sur 2. Ok, bon, vous le referez chez vous. Bref, donc on a défini la fonction réciproque à 2 puissance x. Ok? Et ça va nous servir tout de suite. Ça va nous servir tout de suite. Vous allez voir pourquoi. Donc on revient au jeu précédent. Pour simplifier juste ce que j'ai raconté, on va se mettre dans un cas facile où il y a un expert. Vous vous rappelez, il faut prédire s'il va faire beau le coup d'après. Il y a plein d'experts qui donnent leur avis. Et il y a un expert qui connaît la vérité. Il y a un expert qui a toujours raison. C'est l'hypothèse qu'on fait au début. Et après, tout ce que je raconte marche. S'il n'a pas raison, il y a juste une petite modif à faire. C'est vraiment quasiment la même chose. Donc on suppose qu'il y a un expert qui a toujours raison. On appelle ça l'oracle en statistique. Et en fait, il était là. Vous l'aviez peut-être vu ou pas vu, mais il y en a un qui a tout compris là. Oui, il y en a un qui a bugué. Voilà. Celui-là, on l'élimine tout de suite. Donc on est dans le cas où... Allez, on finit ça. On est dans le cas où il y en a un qui a toujours raison. Il faut vraiment avoir ça en tête. Et donc là, je vais vous demander de réfléchir. C'est là que vous allez essayer de me proposer une stratégie. Concrètement, qu'est-ce que vous faites là? Vous avez plein d'experts. Vous savez qu'il y en a un qui a toujours raison. Est-ce que vous pouvez me proposer des trucs? Je vais parler de deux stratégies. Une qui est naïve, qui a une borne sur l'erreur qui n'est pas bonne,
et une qui est optimale, avec une borne sur l'erreur, avec un logarithme. Quelqu'un a une idée? Il y a plein de gens qui vous disent leur avis, puis il faut trancher, quoi. C'est la vie, en fait. Ah. On prend en compte tous les avis et on donne plus d'importance au sien. Au sien? Celui qui a dit 0, 0, 1, 0. Ah. Oui, mais tu sais pas à l'avance que c'est lui. Ah d'accord. Ouais, sinon c'est réglé. Non, non, tu sais pas que c'est lui le meilleur. Tu sais juste qu'après 5 coups, il s'est pas trompé, quoi. Par contre, ça, tu le vois. Et on devine que c'est lui. Ouais. Alors, comment tu fais alors pour lui donner plus de poids, concrètement? Donc, mais c'est ça l'idée, ouais. Il y a deux idées à trouver. La première, c'est celle-là, c'est qu'il faut tenir compte des erreurs dans le passé, de tous les experts, là. Il y a une autre idée à trouver. Et vous voyez qu'est-ce qu'on va faire concrètement, là, pour tenir compte des erreurs du passé? On va faire un truc radical. On attribue un score qui, au début, est égal pour chacun des experts. Et à chaque fois, s'ils ont raison ou s'ils se sont trompés, on augmente ou on diminue le score. Et en fait, on fait la somme des scores pour le 0 et le 1 à chaque nouvelle étape et on regarde le résultat. Ouais, c'est presque ça. Il y a juste, quand on met un score là, c'est même pas un score qu'on va mettre là. Parce que carrément, là, on sait qu'il y en a un qui a toujours raison. Donc après ce tour-là, quel score on va mettre à eux là? On va les tuer. On va leur mettre un score de 0. On va les enlever. D'accord? Et donc comme ça, on va petit à petit trouver l'expert qui a raison. Mais effectivement, il y a une histoire de score du coup, mais il faut mettre un score à 0, à ceux qui sont trompés. En fait, ta stratégie, elle marche quand il n'y a pas d'experts qui ont toujours raison. Mais s'il y en a un qui a toujours raison, il faut carrément mettre un score 0 à ceux qui sont plantés et garder les autres. Ok. Donc, tu as trouvé un peu les trucs, donc on va passer. Bien sûr, oui, je ne l'avais pas mis, mais on ne sait pas qui est ça. Donc, première stratégie, naïve, dans le sens où, d'accord, on va tenir compte des erreurs, donc on va supprimer les experts qui sont trompés, donc ça c'est clair qu'il faut le faire. Mais après, on peut se dire, dans ceux qui restent, je choisis au hasard. Parce que dans ceux qui restent, ils ne se sont jamais trompés. Donc je prends au hasard, je ne sais pas, ils ne se sont jamais trompés. Ça peut paraître quand même pas débile. Mais en fait, ça, c'est pas du tout optimal. Et le nombre d'erreurs, dans ce cas-là, dans le pire des cas, parce que j'ai fait aucune hypothèse sur la suite de 0 et de 1, on peut trouver un cas où le nombre d'erreurs, il est égal à n-1. Parce que ce qui peut se passer, si on tue les experts qui se trompent et on choisit au hasard dans les restants, il peut se passer qu'à chaque fois, on prend un expert qui se trompe. D'accord? C'est possible. Au premier coup, on n'a aucune info, on en prend un, il peut se tromper, une erreur. Au coup d'après, s'il y en a... justement, après, l'histoire, c'est qu'il en reste n-1, il en reste n-1, et ensuite, vous refaites un choix, vous pouvez vous tromper encore. Ce qu'il y a, c'est que comme vous en éliminez un à chaque fois, quand même, au minimum, au pire des cas, vous en éliminez n-1. Et il vous reste que celui qui a toujours juste. D'accord? Normalement, là, vous devez voir que le nombre d'erreurs dans ce cas-là, au pire des cas, il est de l'ordre de n, quoi. Exactement n-1. Et on peut faire beaucoup mieux. Et c'est ce que tu as dit un peu. La stratégie optimale, c'est le vote majoritaire. Vive la démocratie. Donc, on va gagner énormément en faisant la même chose, mais au lieu de prendre au hasard parmi les experts restants, on va prendre le vote majoritaire. C'est-à-dire, s'il reste 4 experts, qu'il y en a 3 qui disent 0, 1 qui dit 1, il faut dire 0. Il ne faut pas dire 1. D'accord? Et ça, je vais essayer de vous montrer que justement en faisant ça, le vote majoritaire, on va passer à un logarithme dans l'erreur. C'est ça que je vais essayer de vous montrer, et vu le temps qui passe, je crois que je ne vais pas beaucoup parler de réseaux sociaux. Voilà, donc le résultat c'est ça. Mais je pense que c'est bien que je le démontre, ça va faire vraiment un peu de maths quand même. C'est un slide. Alors, il y a des petits calculs. Il y a la fonction réciproque. Il faut compter le nombre d'experts rescapés après un certain nombre d'erreurs, qu'on va appeler E. D'accord? WE, c'est le nombre d'experts qui restent après que j'ai fait E erreur. Et l'inégalité vraiment clé qui est due au vote majoritaire, c'est ça. Ça, c'est hyper important. Qu'est-ce qui se passe ici? Le nombre de rescapés après E plus une erreur, c'est forcément plus petit que la moitié du nombre de rescapés
après une erreur de moins, E-erreur. Qu'est-ce que ça veut dire? On revient à tout à l'heure là. S'il me reste je ne sais pas combien d'experts, je choisis avec le vote majoritaire, par exemple il y a 3, 0, 1, 1, je choisis 0. Si j'ai faux, je tue 3 experts. J'en tue forcément plus de la moitié puisque j'ai pris le vote majoritaire. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque étape, quand je me trompe, je divise par 2 le nombre de rescapés. Et donc finalement, c'est exponentiel l'information qu'on gagne. Parce qu'à chaque fois, on va multiplier par 2 ici. 2, 4, 8, 16. Et donc les experts, ils vont diminuer très très vite. Et du coup, l'erreur, elle va être logarithmique avec la fonction réciproque. Donc il suffit de, ce que j'ai dit là, il suffit de l'appliquer en fait, avec des formules. Donc ça c'est vrai pour tous les E. E c'est le nombre d'erreurs. On peut commencer à 0. Au début on a 0 erreur. W0 sur 2 c'est plus grand que W1. Je le réécris comme ça. W0 c'est plus grand que 2 fois W1. J'ai multiplié par 2. D'accord? Donc là je suis à l'étape 1 et je sais que W0 c'est plus grand que 2 fois W1. Et après je le refais. W1, je sais que c'est plus grand que 2 fois W2. Donc je remplace W1 par 2 fois W2. Et donc je vois apparaître la fonction 2 puissance x. Si je le fais E fois, 10 fois par exemple, il va y avoir 2 puissance 10. D'accord? Donc ça veut dire que W0, c'est supérieur ou égal à 2 puissance le nombre d'erreurs fois WE. D'accord? Et là vous voyez le truc arriver peut-être. C'est quasiment fini. Donc finalement, on va l'écrire dans l'autre sens. Le truc ici, à droite, c'est plus petit, on le fait tourner, que W0. C'est ça qui est écrit, je pense. Voilà. Et qu'est-ce que c'est W0? Si vous me suivez, c'est ça qui est important. C'est le nombre à la base, c'est tous ceux qui étaient tous les experts. Ouais, c'est le nombre d'experts. Puisque W0, c'est le nombre d'experts après 0 erreur. Donc si je n'ai pas fait d'erreur, tous les experts sont là encore. Donc ça, c'est n. Et du coup, on n'a que 2 puissance E est plus petit que n. Avec un petit truc ici, WE. Et donc là, j'ai fini. Comment je fais? J'applique la fonction réciproque parce que je veux contrôler le nombre d'erreurs, moi. Comme j'ai 2 puissance le nombre d'erreurs, ça c'est mon f de x, je veux appliquer f-1 pour retrouver E. Voilà, donc j'applique f-1 ici, le logarithme, et j'ai E. Il faut juste que je divise par WE. Ici, je fais passer WE ici. Et donc, j'ai le logarithme de W0 sur WE. Et comme W0 c'est n, j'ai le logarithme de n sur WE. Voilà. Et comme WE, le nombre de rescapés là, après E erreur, bah, c'est plus grand que 1. Du coup, ça c'est plus petit que n. Et je peux dire que c'est plus petit que le logarithme de n. Et là, mine de rien, je viens de démontrer que dans mon jeu, le nombre d'erreurs il est plus petit que le logarithme de n. Voilà. Et donc, le fait de faire un vote majoritaire, ça entraîne une division par 2 à chaque fois du nombre d'experts. Et donc, ça permet d'avoir vraiment une stratégie vraiment meilleure. Je le dis, je crois, ici. Sur la stratégie où on prenait au hasard parmi tous ceux qui avaient bon, par exemple, pour 1000 experts, on avait de l'ordre de 1000 erreurs, du coup, 999, alors que là, c'est 10. Et si on double le nombre d'experts, c'est ça qui est impressionnant, si on double le nombre d'experts, on ne paye que 1 dans l'erreur. Puisqu'on a multiplié par 2, en logarithme, c'est 1. Et donc pour 4000 experts, on a 12 erreurs, alors que pour 1000, on avait 10. Donc ça, c'est la moralité un peu, en plus de la théorie des jeux et des statistiques, c'est qu'on a tout intérêt à prendre plein d'avis, en fait. Plein d'avis différents. On va payer que le logarithme de ce nombre d'avis. Voilà. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, parce que je voudrais parler un peu de réseaux sociaux. Et donc, juste la dernière phrase, c'est ce que tu disais là, c'est que en vrai, il n'y a jamais un expert qui a toujours raison, mais la méthode précédente s'applique quasiment de la même manière. Il suffit de justement abaisser le score des experts qui sont trompés, sans vraiment les tuer avec un score 0. On va mettre leur score 0,9 par exemple. Voilà, il y avait la formule, je passe. Voilà, donc ça c'était juste un exemple de maths qui servent vraiment à montrer des choses et à avoir des stratégies optimales. Bon, alors j'ai pas beaucoup de temps, mais je vais quand même vous parler un peu de graphes pour les réseaux sociaux. Donc je sais ce qui m'attend dans les slides, donc je sais pas. Là, ça s'adresse plus à des gens qui ont fait un peu de matrice et de diagonalisation de matrice. Je suis désolé. Donc je sais pas si je continue quand même un peu.
Ça va, vous n'êtes pas... 10 minutes. Donc l'objectif, j'ai même pas fait le petit détail. L'objectif, c'est ce que je disais tout à l'heure un peu. Par exemple, sur Twitter, je pourrais parler de l'exemple. Allez, on va aller direct dans l'exemple en fait. Voilà, je vais parler de l'exemple en fait. L'objectif, c'était analyser des données Twitter. Et donc, on a un algorithme, nous, qui met ensemble dans un graphe des nœuds qui ont beaucoup de connexions entre eux, mais peu avec l'extérieur. Donc des nœuds, par exemple, si les arêtes, c'est des gens qui se parlent entre eux, on a un algorithme qui met les gens qui se parlent entre eux ensemble pour faire des groupes. Donc on a essayé de tester ça sur Twitter. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a collecté 2 semaines de tweets au mois de décembre sur le hashtag Gilets jaunes. Alors il y en avait d'autres, c'était tout un panel. Donc il y avait Gilets jaunes, Macron démission, acte 1, 2, 3, 4 et violence policière. Donc ça c'est possible, mais tout le monde peut le faire avec Twitter, c'est gratuit. Vous pouvez coder un petit bout de code qui interroge l'API de Twitter, donc une interface qu'ils ont mis à disposition, et vous pouvez collecter des tweets, d'accord, sur votre ordinateur. Donc en mettant des filtres. Donc nous on a mis ces filtres-là. Au bout de 2 semaines, on avait 233 000 comptes qui parlaient de ça, et on a analysé. D'abord à froid. À froid, ça veut dire qu'on a tout collecté, il y avait 2-3 millions de tweets, et puis on a fait des analyses. Puis après, on l'a branché en temps réel. Et d'abord, on a fait une analyse à froid. Et donc, ce qu'on a trouvé, alors j'avais une démo, mais qui est plantée, donc je ne peux pas vous montrer les trucs qui bougent, mais on a trouvé, sur cette première période de 2 semaines, 235 communautés. Donc, c'est des comptes. Alors oui, qu'est-ce que c'est le graphe, là? Le graphe, c'était les nœuds. C'était des comptes Twitter. Et les arêtes, c'était est-ce qu'ils se parlaient entre eux. Et parler entre eux, ça voulait dire soit une mention. Donc, si je fais un tweet en mentionnant arrobase... je ne sais pas si c'est un compte Twitter. Il y a un lien entre moi et ce monsieur. Les réponses aussi. Réponse, mention et retweet. Voilà. S'il y a un tweet avec juste un texte, ben on ne peut pas le lier à un autre compte. Donc on ne le prenait pas. On prenait tous les comptes avec des retweets, des mentions ou des réponses. Donc il y en avait à peu près 2 millions comme ça. Donc on a trouvé 235 communautés. Il y en avait des toutes petites, mais il y en avait 31 qui contenaient plus de 50 personnes, donc un peu significatives. Et il y en avait des grosses. Et donc à l'intérieur, je ne sais pas si je vous montre après, mais il y avait des comptes comme BFM. Qu'est-ce qui revenait le plus? C'était le compte de BFM, Le Monde, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, et puis des inconnus. Des inconnus, vraiment des inconnus. Voilà, et après ce qu'on a fait, donc ça c'est pour vous montrer un autre mode de visualisation, c'est très important la visualisation pour essayer d'interpréter les résultats. Donc là ce qu'on a fait, c'est que pour chaque communauté, donc les plus grosses, on a regardé tous les descripteurs, descripteurs de compte. Sur un compte Twitter, on met un petit texte qui décrit le compte. Donc c'est vraiment ce que la personne a voulu mettre pour décrire son compte. Et ça, on a fait passer ça dans ça s'appelle un word cloud, c'est un nuage de points. Et donc pour chaque communauté, on a pris tous les comptes, on a pris tous les descriptifs des comptes. Et on a regardé les mots qui apparaissaient le plus. Et on a vu des choses différentes entre communautés. Donc là, c'est une communauté très franco-française quand même. Il y a France qui apparaît en gros. Il y a Paris, il y a Conflit, il y a Île-de-France, il y a News, il y a Politique. Il y a beaucoup de mots français. Alors que là, on s'est rendu compte, en analysant ce jeu de données, qu'il y a beaucoup d'étrangers qui parlent des Yellow Vests, des Gilets jaunes. Et donc là, c'était une communauté plus Brexit. En fait, c'est en lien avec tous les autres sujets politiques. Par exemple, Brexit, ça doit y être quelque part là. Il y a Conservative, il y a USA, il y a America. Donc ça, c'était un truc très anglais. Une communauté très anglaise. Et là, après, il y avait une communauté très manif et ACT. C'est ACT qui est arrivé en premier. France et ACT. Donc plutôt des gens qui parlent des manifs. Et il doit y avoir du coup... Ça serait bien... Je ne vois pas. Bon. Après, il y avait toujours... C'est des trucs corrélés. C'est des Trump, des Benalla qui sortent aussi. C'est les mêmes qui parlent des deux. Est-ce qu'on voit d'autres? Voilà, donc ça c'était les résultats. Je ne sais pas si je parle de comment on a fait. Donc ça c'est une application qu'on a développée.
Alors là, je suis désolé, j'ai qu'un screenshot. J'aurais aimé vous la faire en live. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une autre analyse, où là, c'est vraiment notre algorithme propriétaire qui tourne. C'est que notre algorithme, il fait de la détection de communauté comme ça, mais il est capable de lire un flux. Donc il est capable de se brancher en temps réel sur Twitter. Et donc là, ce qu'on avait mis en place, mais c'est tombé hier, là, c'était branché à Twitter tout le temps. Et les communautés évoluaient en temps réel. Donc comme ça, on pouvait voir les modifications, par exemple, entre le week-end et la semaine. Entre l'acte 3 et l'acte 4. Et donc on avait fait une petite page web qui va demander à notre algorithme les résultats. Et puis on affichait les leaders des communautés. Alors qu'est-ce que c'est le leader d'une communauté? C'est dans le groupe de nœuds qu'on a identifié, celui qui a le plus d'arrêts, qui partent faire d'autres. Parce que c'est celui à qui on parle le plus ou qui parle le plus, qui a le plus d'activité. Et donc on voyait des comptes, c'était jamais les mêmes en fait, les leaders, ça bougeait. Et on affichait les tweets du leader de la plus grosse communauté à chaque fois. Et donc partisan, je sais pas quoi, il arrivait, à un moment c'était lui. Donc ça c'est des analyses du coup sur des données différentes, là c'était en janvier. Donc c'était vraiment le flux qui arrivait. Et on regardait les leaders, on affichait les tweets des leaders. Donc là, par exemple, c'est anglophone déjà. Voilà, donc là, ça parle de l'acte 12. Voilà, donc ce qu'on peut faire avec l'analyse des graphes. Et tant pis, je ne vais pas parler de théorème spectral. Ça suffit. Merci. Questions? Ouais, vas-y, je te laisse. Merci beaucoup Sébastien, c'était très intéressant. Et bon, on essaiera de le faire revenir pour la théorie spectrale alors. Voilà, si vous avez des questions, allez-y. J'aimerais savoir ce que c'est IAPO. Ah, ouais, c'est bien. Ouais, donc IAPO, c'est une association qu'on vient de monter à Hélioparc. Qui a la charge d'organiser un événement dont j'ai parlé un peu tout à l'heure. C'est un événement qui a lieu donc, tous les ans. On a démarré l'année dernière. Donc l'année prochaine, c'est 11, 12, 13 octobre. L'événement, c'est une journée de conférence le 11 octobre où on a des chercheurs, des industriels, des étudiants même qui vont venir faire des exposés. On a 4 thématiques ou 5, je ne sais plus. On a l'industrie, la géoscience, une thématique grand public, une santé et une sport cette année. Et ensuite, le week-end, 12-13 octobre, on organise un Data Challenge. C'est-à-dire que les entreprises de la veille, elles peuvent poser des sujets à des étudiants avec des données, donc des problèmes sur des jeux de données. Et les étudiants ont tout le week-end pour résoudre les problèmes. Ils créent des groupes. Donc l'année dernière, on avait 50 étudiants. Et ils ont créé une dizaine de groupes. Et on leur fait passer un oral le dimanche soir. Et on décerne un prix aux gagnants. Voilà, ils ont gagné 10 000 € quand même, les gagnants. Voilà, donc faut venir, hein, faut pas hésiter. Et donc, prochaine édition, c'est 11, 12, 13 octobre. Voilà. Et ça serait bien d'inviter aussi des lycéens, pourquoi pas. Alors, votre question sur quelconque partie de l'exposé? D'autres questions? Bon, il y en a. Vous avez levé pile poil la même temps. Bien sûr. C'était juste pour savoir si c'était possible d'utiliser ces recherches de DeepMind, d'intelligence artificielle, pour utiliser dans d'autres problèmes, comme par exemple l'optimisation combinatoire, dans la théorie des jeux par exemple. C'est pas tout à fait la même chose, mais optimisation combinatoire, c'est assez vaste. Finalement, là, le problème de détection de communauté, on peut le voir comme de l'optimisation combinatoire parce que quand tu as un graphe avec 2 millions de nœuds, il faut trouver la couleur de chaque nœud. Donc si tu regardes le nombre de possibilités, c'est énorme. Et donc il y a des cas où tu peux résoudre avec du machine learning des problèmes d'optimisation combinatoire, mais si ta solution elle a plein de contraintes, par exemple, c'est difficile que l'algorithme les prenne tout en compte. Donc c'est quand même deux sujets un peu différents. Moi, c'était juste pour savoir si, rapidement, vous pouvez dire quand même en quoi la réduction de matrice et les IA sont liées. Ok.
Je vais il me faudrait un tableau. Mais... Alors il y a un théorème très connu qui dit que si tu as un graphe, donc c'est des nœuds et des arêtes. Donc si tu imagines un graphe avec 3 nœuds connectés entre eux, puis à un autre endroit, 2 nœuds connectés entre eux. Entre les deux, il n'y a rien. Donc ça s'appelle des composantes connexes de ton graphe. Il y a un théorème qui dit que si tu calcules une matrice qui s'appelle le Laplacien du graphe, après voilà, je n'explique pas ce que c'est. En gros, c'est tu regardes les liens entre chaque nœud et tu regardes le degré des nœuds. Si tu diagonalises cette matrice, ce Laplacien, tu vas trouver 2 valeurs propres nulles qui sont exactement les composantes connexes. Et tu vas retrouver les composantes connexes. Donc, dans notre cas à nous, on n'a pas des graphes qui sont avec des composantes connexes, mais presque. C'est-à-dire qu'il y a juste quelques liens entre les communautés. Et donc, en faisant les mêmes calculs de théorie spectrale, en diagonalisant le Laplacien, on arrive assez bien à séparer les communautés. Voilà. D'autres questions? Bon, mais je vais vous laisser alors aller en cours. Eh bien, encore merci. Je pense qu'on peut remercier encore une fois Sébastien pour venir.